Le secret de Chimnez, partie 2 du livre audio. Chapitre 6. L'art du chantage. Il était 4h moins 5 quand Virginie Revel, qu'une saine curiosité rendait exacte, retourna dans sa maison de Pont Street. Elle ouvrit la porte avec sa clé et fut accueillie dans le vestibule par l'impassible Chilvers. « Pardon, madame, mais il y a un monsieur. Non, un homme qui désire voir madame. » Sans faire attention, pour l'instant, à la distinction subtile de Chilvers, Virginie s'exclama. « Monsieur Lomax ? Déjà ? Dans le salon ?» Le ton de Chilvers était nuancé de reproche. « Ce n'est pas un monsieur. C'est un homme que je n'aurais pas voulu laisser entrer, mais qui m'a dit que son affaire était très importante. Qu'elle avait trait, si j'ai bien compris, à feu monsieur Revel. J'ai donc pensé que madame voudrait quand même le voir, et je l'ai introduit dans le studio. » Virginie réfléchit quelques instants. Elle était veuve depuis plusieurs années déjà, et le fait qu'elle parlait très rarement de son défunt époux semblait indiquer, pour certains, que la blessure, sous des dehors insouciants, saignait toujours, et pour d'autres que Virginie, en réalité, n'avait jamais aimé Tim Revel, et ne tenait pas à afficher une douleur hypocrite. « Cet homme, madame, » ajouta Chilvers, « est un étranger. » L'intérêt de Virginie s'accrut. Son mari avait été chargé d'affaires à la légation de Herzoslovaquie peu avant la Révolution et l'assassinat du roi et de la reine. Cet homme était peut-être un Herzoslovaque, un ancien domestique au chômage à Londres. « Vous avez bien fait, Chilvers. Où l'avez-vous introduit, dites-vous ? Dans le studio ?» Elle s'avança vivement de son pas ailé et ouvrit la porte de la pièce contiguë à la salle à manger. Le visiteur était assis dans un fauteuil devant la cheminée. À son entrée, il se leva et la regarda. Virginie avait la mémoire des visages, et elle était sûre de ne jamais l'avoir vu. Il était grand, brun, souple, du type espagnol ou italien. Mais en tout cas, pas slave. Ce n'était pas un Herzoslovaque. « Vous voulez me parler ?» dit-elle. « Je suis Mrs. Revel. » L'homme ne répondit pas tout de suite, mais l'observa d'abord avec une insolence voilée qu'elle sentit tout de suite. « Vous avez bien fait de me recevoir, Mrs. Revel. Autrement, comme je l'ai dit à votre domestique, j'aurais été obligée de parler à votre mari. » Virginie le regarda, étonnée, mais instinctivement retint la réponse qui lui montait aux lèvres. Elle se contenta de répondre froidement. « C'eût été plus difficile que vous le croyez. »« Je ne crois pas. Je suis très obstinée. Mais parlons affaires. Reconnaissez-vous cela ?» Il lui tendit un papier qu'elle considéra sans grand intérêt. « Pouvez-vous me dire ce que c'est, madame ?» « Une lettre, je crois, » répondit Virginie, qui commençait à croire qu'elle avait affaire à un demi-fou. « Adressée à qui, madame ?» dit-il d'un ton significatif en approchant l'enveloppe de ses yeux. « Le voyez-vous ?»« Je sais lire, » répondit gaiement Virginie, « et je vois par conséquent qu'elle est adressée au capitaine O'Neill, 15 rue de Quenelle, à Paris. » L'homme sembla chercher avidement dans son regard quelque chose qui ne s'y trouvait pas. Puis, « Veuillez la lire. » Virginie tira un feuillet plié de l'enveloppe et se mit à le parcourir. Mais dès les premières lignes, elle se raidit et tendit la lettre à son étrange interlocuteur. « C'est une lettre privée. Je n'aurai pas l'indiscrétion de la lire. » L'homme éclata de rire. « Vous êtes une actrice consommée, Mrs. Revel. Toutes mes félicitations. Néanmoins, je ne crois pas que vous irez jusqu'à nier la signature. » « La signature ?» Virginie tourna le feuillet et resta stupéfaite. La lettre était signée
Virginie Revel. Étouffant une exclamation indignée, elle revint au début de la lettre et, cette fois, la lut attentivement du commencement à la fin. Son contenu, évidemment, rendait toute l'affaire très compréhensible. « Eh bien, madame, dit l'homme, c'est votre nom, n'est-ce pas ?»« En effet, dit Virginie, c'est mon nom. » Mais, aurait-elle pu ajouter, c'est une très mauvaise imitation de mon écriture. Toutefois, elle ne l'ajouta pas et se tourna avec un sourire amusé vers son interlocuteur. « Asseyez-vous, dit-elle aimablement, et causons de tout cela. » Étonné et inquiet, il obéit. Mais ce n'est pas ce ton-là qu'il attendait d'elle. Son instinct lui disait qu'elle n'avait pas peur. « Avant tout, je voudrais savoir comment vous avez réussi à me trouver. »« C'est facile. » Il tira de sa poche une page arrachée à une revue illustrée et la lui tendit. Anthony Cade l'aurait reconnue. Elle la lui rendit avec une petite grimace. C'était facile, en effet. Vous vous rendez compte, Mrs. Revel, que ce n'est pas la seule lettre, il y en a d'autres. J'ai donc été aussi indiscrète que cela, fit Virginie. Quelle imprudence! Elle s'aperçut que son ton léger l'intriguait et le troublait. Cette fois, elle s'amusait réellement. « En tout cas, dit-elle avec un sourire charmant, vous êtes bien gentil de me les rendre. » Il y eut un silence. L'homme toussa. « Je suis pauvre, madame, » dit-il finalement, sur un ton significatif. « C'est ce qui vous permettra, du moins me l'a-t-on toujours dit, d'entrer dans le royaume des cieux. » Je ne puis vous rendre ces lettres sans rien obtenir en échange. Ne croyez-vous pas que ces lettres appartiennent à la personne qui les a écrites ? C'est la loi, madame. Mais seriez-vous prête vous-même à recourir à la justice ? Elle est sévère pour les maîtres chanteurs, lui rappela obligeamment Virginie. Voyons, Mrs. Revel, je ne suis pas un enfant qu'on peut intimider. J'ai lu ces lettres. Ce sont celles d'une femme qui aime et qui craint terriblement d'être démasquée par son époux légitime. Voulez-vous que je les montre à votre mari ? Et si, car il y a quelques années, je crois, que ces lettres ont été écrites, mon mari était mort ? Dans ce cas, si vous n'aviez rien à craindre, pourquoi me parleriez-vous en ce moment ? Virginie sourit. « Quel est votre prix ?» demanda-t-elle en adoptant l'attitude d'une femme d'affaires. 1000 livres. Pour 1000 livres, je vous rendrai tout le paquet. C'est peu de chose, mais que voulez-vous ? J'ai pitié de vous. Il ne me viendra même pas à l'idée de vous payer 1000 livres, déclara catégoriquement Virginie. Madame, je ne marchande jamais. 1000 livres et vous aurez vos lettres. Virginie réfléchit. Laissez-moi réfléchir. Ce ne sera pas facile pour moi de rassembler une telle somme. Donnez-moi en attendant un petit acompte. Mettons 50 livres. Et je reviendrai dans quelques jours. Virginie jeta un regard sur l'horloge. Il était 4h05 et elle croyait avoir entendu un coup de sonnette. « Bon, dit-elle, revenez demain, un peu plus tard, vers 6h. » Elle s'approcha d'un petit bureau et prit dans un tiroir une liasse de billets de banque. « Il y a là près de 40 livres. Pour le moment, ça vous suffira. » Il s'en saisit avidement. « Et maintenant, partez, s'il vous plaît. » L'homme obéit sans rechigner. Par la porte ouverte, Virginie aperçut George Lomax, que Chilvers introduisait. « Entrez, George. Chilvers, servez-nous le thé ici, s'il vous plaît. » Elle ouvrit les 2 fenêtres toutes grandes et, les cheveux au vent, le regard rieur, déclara à Lomax. « Je vais les fermer dans un instant, George, mais je sentais la nécessité d'aérer. Avez-vous vu sortir le maître chanteur ? » « Le quoi ?»« Le maître chanteur, George. Maître chanteur. Celui qui fait chanter. »« Vous plaisantez, Virginie. »« Pas du tout. »« Mais qui voulait-il faire chanter ? » ?»« Moi, tout simplement. »« Qu'avez-vous donc fait, pour l'amour de Dieu ? » « Rien du tout, mon cher. Le brave homme,
m'a prise pour quelqu'un d'autre. Vous avez téléphoné à la police, j'espère. Aurais-je dû le faire? Georges réfléchit. Non, dit-il. Vous avez eu raison de vous en abstenir. Vous auriez été mêlé à une affaire désagréable. Vous auriez peut-être dû servir de témoin. Tiens, s'exclama Virginie, j'aurais trouvé cela très amusant. Prendre part à un vrai procès. L'autre jour, j'étais au commissariat au sujet de ma broche en diamant que j'ai égarée, et j'ai trouvé que l'inspecteur de police était charmant. Dédaignant ses puérilités, Georges questionna. « Mais qu'avez-vous donc fait de ce coquin ?»« Georges, ne me grondez pas. Je l'ai laissé faire. »« Quoi ?» ?»« Je lui ai permis de me faire chanter. » La physionomie de Georges était si expressive que Virginie se mordit les lèvres pour ne pas éclater de rire. « Vous voulez dire, j'espère toutefois que je n'ai pas bien compris, que vous ne lui avez pas signifié que c'était une erreur ?» Virginie secoua la tête en lui jetant un regard en coulisses. « Mais, ma pauvre enfant, vous êtes folle. »« Peut-être, mais ça m'amuse. »« Au nom du ciel, pourquoi ?»« D'abord, parce qu'il faisait si bien son métier de maître chanteur, en artiste consommé, que c'eût été dommage de l'interrompre et de le décevoir. Deuxièmement, parce qu'on ne m'a jamais fait chanter jusqu'à présent. »« Je l'espère bien. » Et que cette sensation est neuve pour moi. Ça m'excite. Je ne vous comprends pas, Virginie. Je me doutais bien que vous ne comprendriez pas. J'espère au moins que vous ne lui avez pas donné d'argent. Rien qu'une bagatelle, dit Virginie sur un ton d'excuse. Combien? 40 livres. Virginie. Mon cher Georges, ce n'est que le prix d'une robe du soir. Une nouvelle expérience vaut bien une robe neuve. George Lomax ne fit que secouer la tête, et Chilvers, qui apparut avec le plateau et la théière, sauva la situation en empêchant le gentleman de donner libre cours à sa juste indignation. Quand Chilvers disparut, Virginie, en versant le thé dans les tasses, reprit la conversation. « J'avais une autre raison, Georges, plus justifiée. J'ai voulu rendre service à une autre femme. Si j'avais déclaré que ce n'est pas moi, cet homme aurait cherché cette autre Virginie Revel et l'aurait trouvée. Pauvre petite. Elle avait une peur bleue de son mari en écrivant ses lettres. Le maître chanteur aurait trouvé en elle la proie rêvée. Moi, par contre, je me jouerais de lui, et grâce à mon passé sans tache, je finirais par l'écraser. Cette affaire me déplaît, persista Georges. Eh bien, mon cousin, n'en parlons plus. Vous n'êtes pas venu ici pour parler de maître chanteur. Au fond, pourquoi êtes-vous venu? Pour me voir. Vous exclamerez-vous, la main sur le cœur? Oui, dit gravement Georges. Je suis venu pour vous voir, et je suis heureux de vous trouver seul. Oh, Georges, j'ai une grâce à vous demander. Je vous ai toujours considérée, Virginie, comme une femme ayant un charme extraordinaire. Georges, vous me comblez. Et aussi comme une femme d'esprit. Décidément, cet homme me connaît. Ma chère Virginie, demain arrive en Angleterre un jeune Canadien du nom de Mac Graff, qui n'a probablement pas l'usage du monde et en particulier de la haute société anglaise. Je voudrais que vous lui fassiez apprécier le charme et la distinction d'une véritable lady. C'est moi, la véritable lady? Précisément. Pourquoi? Pardon, vous dites? Je dis, pourquoi voulez-vous me faire séduire ce brave jeune homme? D'abord, je n'ai séduit pas pour profession, vous savez. Et ensuite, je suis sûre que ce n'est pas par pur patriotisme que vous voulez faire apprécier à un Canadien le charme de la femme anglaise. En un mot, je ne puis m'engager à le séduire sans savoir d'abord le pourquoi de l'affaire. Ma chère Virginie, le secret diplomatique. Allons, Georges, descellez vos lèvres. Écoutez-moi, mon enfant. L'Angleterre, actuellement, a certains intérêts en Herzoslovaquie, et il importe que ce monsieur Mac Graff se rende compte que la restauration de la monarchie herzoslovaque est nécessaire à la paix de l'Europe. La paix de l'Europe n'a rien à voir là-dedans, dit tranquillement Virginie. Mais je suis d'accord pour la monarchie. Un peuple aussi pittoresque que les Herzoslovaques a besoin d'un roi.
Et quel roi, cher ami, lui proposerez-vous » Un peu ennuyé de voir Virginie prendre les choses à la légère, Georges, après quelque hésitation, répondit « Le prince Michel Obolovitch. Mais gardez-le pour vous. » Les journaux, en tout cas, ne le gardent pas pour eux. Je lis tous les jours des articles sur la dynastie des Obolovitch, représentant feu Nicolas IV comme un saint et un martyr, au lieu d'un pauvre homme médiocre, enjôlé par une petite actrice de troisième ordre. Georges frissonna. Virginie était terrible avec sa franchise. Décidément, il avait commis une erreur en s'adressant à elle. Il lui fallait une femme moins indépendante et moins clairvoyante. Il se leva. « Vous avez raison, ma chère Virginie, » dit-il. « Je n'aurais pas dû vous faire cette proposition. Mais nous voudrions que nos colonies soient d'accord avec nous en ce qui concerne la question herzoslovaque. Et Mac Graff est un journaliste qui a beaucoup d'influence là-bas. Comme vous connaissez bien la question, j'ai cru que vous pourriez l'influencer favorablement. Mais n'en parlons pas. Cet homme ne vous plairait pas. »« Georges, vous mentez très mal pour un diplomate. Si vous continuez à me cacher le mystère de M. Mac Graff, je l'apprendrai peut-être à Chimnez. »« Vous allez à Chimnez ?»« Parfaitement. Chiffonnette m'a téléphoné ce matin pour m'inviter pour le week-end. » Georges fit un dernier effort. « N'y allez pas, ma chère. Ce sera trop ennuyeux pour vous. Rien d'intéressant ni de mondain. » Virginie éclata de rire. « Ne vous en faites pas, mon brave Georges. Je ne crains pas de m'ennuyer. Je serai sûrement à Chimnez et je mettrai en œuvre tout mon charme pour séduire le jeune Canadien. Car il y sera, n'est-ce pas? La vie est tout à coup devenue amusante. D'abord un maître chanteur, puis un cousin haut placé pris dans des difficultés diplomatiques. Que confiera-t-il à sa belle cousine? Rien? Tant pis. Elle l'apprendra quand même. Au revoir, Georges. Non, non, il ne faut pas m'en vouloir. Je vous jure que je servirai de toutes mes forces la monarchie herzo-slovaque. » Dès que Georges fut parti, Virginie courut au téléphone et demanda Lady Eileen Brent. « C'est vous, Chiffonnette ?»« Mon petit, je viendrai sûrement à Chimnez demain soir. »« Quoi? Ce sera ennuyeux ? » ?»« Pas autant que vous le croyez, mon petit. Sachez que si je ne viens pas, c'est qu'on m'aura retenu par la force des baïonnettes. À demain, chou. » Chapitre 7. Monsieur Mac Graff refuse une invitation. Les lettres n'y étaient plus. Navré de cette découverte, Anthony se rendit compte que Giuseppe avait dû prendre le paquet de lettres pour les mémoires de Steelpitch et l'emporter. Après s'être aperçu de son erreur, il tenterait sûrement une deuxième fois de s'emparer du manuscrit. Il s'agissait de parer à cette éventualité. Quant aux lettres, Anthony décida d'insérer dans les journaux une annonce discrète promettant une petite récompense en échange des lettres. Que Giuseppe fût un émissaire des camarades de la Main Rouge ou du parti monarchiste, les lettres n'avaient pas d'intérêt pour lui et il serait heureux de gagner une petite somme en les rendant. Le lendemain matin, Anthony demanda et obtint une interview avec le gérant du Ritz, un Français très courtois qui le reçut dans son bureau privé. « Vous désirez me parler, monsieur Mac Graff ?»« Parfaitement. Je suis descendu hier soir dans votre hôtel et j'ai été servi le soir dans ma chambre par un domestique nommé Giuseppe. »« Ah, oui, » dit le gérant avec indifférence. La curiosité un peu excessive de cet homme me frappa, mais je n'y prêtai pas grande attention. Plus tard, dans la nuit, je fus éveillé par un léger bruit. J'allumai, et je vis ce même Giuseppe en train de fouiller ma valise. L'indifférence du gérant s'était évanouie. « Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas fait savoir tout de suite ?» s'exclama-t-il. Cet homme était armé d'un couteau. Nous avons eu un combat. Finalement, il a réussi à s'échapper par la fenêtre. A-t-il emporté quelque chose, monsieur Mac Graff ? Une seule chose. Et n'ayant pas de valeur commerciale. Dieu merci.
Mais pourquoi, monsieur Macgraff, n'avez-vous pas poursuivi le voleur, réveillé tout le monde, mis l'hôtel sur pied ?» Anthony haussa les épaules. « En effet, du point de vue strictement judiciaire, il aurait fallu appeler la police. »« La police ?» répéta sans enthousiasme le gérant. « La police, dans un grand hôtel comme le nôtre, ça fait tout de suite des histoires dans la presse. »« D'autant plus, » compléta Anthony, « que moi aussi, je préfère garder cette affaire pour nous, étant donné que le voleur a emporté un objet n'ayant pas de valeur commerciale, mais en ayant une pour moi. Des lettres. » Avec cette expression de discrétion surhumaine que seuls savent assumer les Français quand il s'agit de lettres de femmes, le gérant murmura. « Je comprends, monsieur. Ce n'est naturellement pas une affaire pour la police. »« Nous sommes d'accord. Mais vous comprendrez que j'ai l'intention de reconquérir ces lettres. Nous autres, dans les colonies, sommes habitués à faire les choses nous-mêmes. Mais il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur ce domestique, Giuseppe. »« Vous avez raison, monsieur Macgraff. Veuillez revenir dans une demi-heure et je vous donnerai toutes les informations possibles. » 30 minutes plus tard, le gérant tendait à Anthony une feuille de papier avec la liste des restaurants et hôtels où Giuseppe Manelli avait servi. Il était employé au Ritz depuis 3 mois, en Angleterre depuis 5 ans, et s'était avéré comme un domestique habile et expérimenté. Ses références étaient bonnes. Une seule chose frappa Anthony. À 2 hôtels où Giuseppe avait servi, il y avait eu des vols. Nul n'avait songé à l'en accuser, mais le fait parut significatif à Anthony. Toutefois, il ne croyait pas qu'il s'agissait d'un vol vulgaire et que Giuseppe avait emporté les lettres par hasard. Le regard qu'il avait jeté la veille sur le manuscrit était trop expressif. Il avait dû être employé par un parti herzoslovaque. Peut-être, grâce aux renseignements du gérant, réussirait-il à trouver la trace du voleur. Il mit la feuille dans sa poche et se leva. « Je vous remercie. Inutile de demander si Giuseppe est encore à l'hôtel. » Le gérant sourit. « Son lit est intact, et tous ses effets sont restés là. Il doit avoir précipitamment quitté l'hôtel après l'attaque manquée. Je ne crois guère que vous puissiez le retrouver. »« Moi, j'y crois. J'ai toujours foi en ma chance. » Après avoir questionné sans grand résultat les autres domestiques et envoyé son annonce dans les journaux, Anthony se prépara à sortir pour déjeuner dans le restaurant où Giuseppe avait servi auparavant. À cet instant, on l'appela au téléphone. « Monsieur Macgraff, ici, messieurs Balderson et Hopkins. »« Un instant, je vais vous passer monsieur Balderson. »« Nos dignes éditeurs s'éveillent, » songea Anthony. « Allô, monsieur Macgraff ?»« Lui-même. » « Ici, monsieur Balderson, de la maison Balderson et Hopkins. Avez-vous le manuscrit, monsieur Macgraff ?»« La dernière date de la remise n'est pas encore arrivée, monsieur Balderson. »« Je sais que vous arrivez d'Afrique, monsieur Macgraff. Vous ne comprenez donc pas la situation telle qu'elle se présente actuellement. Ce manuscrit a soulevé toute une tempête, monsieur Macgraff. J'en viens à souhaiter quelquefois que nous n'en ayons pas la responsabilité. » « À ce point-là, je vous assure que c'est ainsi. De toute façon, je voudrais avoir ce manuscrit au plus tôt pour en tirer quelques copies. De la sorte, même si l'original est détruit, il n'y aura plus de danger. Cela vous paraîtra peut-être exagéré, monsieur Macgraff, mais sachez qu'on vous empêchera d'entrer dans nos bureaux. Il y a 9 chances sur 10 que vous n'arriviez pas jusque chez nous. »« J'en doute, » dit Anthony. « Quand je veux arriver quelque part, j'y parviens d'ordinaire. Mais cette fois, vous avez affaire à des adversaires dangereux. Je ne l'aurais pas cru moi-même il y a 1 mois, mais je vous assure, monsieur Macgraff, qu'on a déjà tenté de nous soudoyer, de nous intimider à force de menaces, de nous supplier, de nous persuader. Je ne sais pas comment nous avons pu résister jusqu'ici. Je vous propose de ne pas même tenter d'apporter le manuscrit. Un homme de confiance viendra vous trouver à l'hôtel. Remettez-lui le manuscrit. »« Et si on le lui vole ?» demanda Anthony. « C'est nous qui en serons responsables, pas vous. Vous l'aurez délivré à notre représentant contre un reçu en bonne et due forme. Le chèque de 1000 livres que nous devons vous remettre ne peut être délivré,
d'après les instructions du défunt auteur, que mercredi prochain. Mais si vous le désirez, je vous enverrai par le messager un chèque sur mon compte personnel. » Anthony réfléchit quelques instants. « All right, dit-il avec un petit soupir. Envoyez-moi votre homme de confiance et remettez-lui le chèque, je vous prie, car je ne compte pas, dans ce cas, rester en Angleterre jusqu'à mercredi prochain. Certainement, monsieur Mac-Graff. Notre sieur, monsieur Holmes, se présentera chez vous demain matin. Il vaut mieux ne pas l'envoyer directement du bureau. Il viendra de chez lui avant de se rendre à son travail et vous remettra un reçu. Entre-temps, je vous conseille de déposer un paquet truqué dans le coffre-fort du gérant pour induire en erreur nos adversaires. Bon, je me conformerai à vos instructions. Pensif, Anthony raccrocha le récepteur. Ce jour-là, il ne réussit pas à apprendre quoi que ce soit sur Giuseppe, mais sa deuxième nuit à Londres se passa sans incident. Le lendemain, à 9h, M. Holmes, de la maison Balderson et Hodkins, petit employé calme et bien élevé, lui remit, en échange du manuscrit, un reçu et un chèque de 1000 livres. M. Holmes mit le manuscrit dans sa serviette, souhaita poliment le bonjour à Anthony et partit. « Peut-être sera-t-il assassiné en route, » murmura Anthony. « Étrange, tout cela. Plus qu'étrange. » L'accompagnant de quelques mots, il mit le chèque sous une enveloppe et la cacheta soigneusement. La somme que lui avait avancée Jimmy à Bulawayo était encore à peu près intacte. « Jusqu'à présent, se dit Anthony, j'ai été roulé. Mais ça ne continuera pas. Pensons à notre deuxième mission. Je crois que je ferais bien de jeter un coup d'œil sur la maison de Dame Revel, bien entendu, sous un déguisement. » Il fit ses malles, paya l'addition, fit appeler un taxi et se pencha pour lui donner l'adresse au moment même où un petit chasseur le rejoignit, essoufflé, en lui tendant une lettre. « Elle vient d'arriver à l'instant, sœur. » Anthony lui mit un shilling dans la main et ouvrit la lettre dans le taxi. Il dut la relire 4 fois avant de comprendre de quoi il s'agissait. Elle était rédigée dans ce style officiel cher à l'administration et plein de tournures de phrases excessivement compliquées. M. Mac-Graff, qui, comme on le savait, arrivait le jour même d'Afrique, avec certains manuscrits à remettre à certaines personnes, était prié de n'en rien faire avant d'avoir eu un entretien confidentiel avec certains fonctionnaires dont l'anonymat dissimulait la haute importance. M. Mac-Graff était également prié de se rendre le vendredi soir pour le week-end à Chimnez, en qualité d'invité de Lord Caterham. Cette missive obscure et mystérieuse amusa beaucoup Anthony. « Brave vieille Angleterre, murmura-t-il, en retard de 2 jours, comme d'habitude. Dommage, j'aurais aimé aller à Chimnez. Tant pis, maintenant que j'ai remis le manuscrit, je ne peux plus profiter de l'hospitalité de ces bonnes gens, ce serait les duper. Mais s'il y a une auberge non loin de Chimnez, je pourrais peut-être m'y installer en qualité d'Anthony Cade et voir un peu ce qui se passe au château. » Faisant stopper le taxi devant un obscur petit hôtel, Anthony prit une chambre plus que modeste, se fit inscrire au registre sous le nom d'Anthony Cade, tira de sa poche une feuille de papier à lettres avec l'entête du Ritz et traça vivement quelques lignes. Il expliqua qu'il avait débarqué l'avant-veille, qu'il avait déjà remis le manuscrit à la maison d'édition Balderson et Hodkins, et qu'il se voyait obligé, à son regret, de décliner l'aimable invitation de Lord Caterham, étant donné qu'il quittait l'Angleterre le jour même. Il signa « James Mac-Graff ». « Et maintenant, » dit Anthony en collant le timbre sur l'enveloppe, « adieu, Jimmy Mac-Graff. À nous, Anthony Cade. » Chapitre 8. Un cadavre. En revenant du tennis dans sa luxueuse limousine, Virginie Revel pensait avec un petit sourire singulier à l'homme qui viendrait la voir ce jour-là à 6h. Aujourd'hui, le maître chanteur ne trouverait pas une proie aussi facile qu'il était en droit de l'espérer. Quand la voiture stoppa devant sa maison, elle s'adressa au chauffeur. « Comment va votre femme, Walton ? J'ai oublié de vous le demander avant. »« Un peu mieux, madame,
Le médecin a dit qu'il viendrait à 6h30. Madame aura-t-elle encore besoin de moi, ce soir ? Non, je pars pour le week-end. Je prends le train de 6h40 à la gare de Paddington. Mais je pourrais prendre un taxi pour y aller. Je préfère que vous parliez personnellement au médecin. Et s'il croit qu'un week-end à la campagne ferait du bien à votre femme, réalisons cela à mes frais. » Avec un signe de tête au chauffeur qui se confondait en remerciements, Virginie monta vivement les marches, chercha sa clé dans son sac, vit qu'elle l'avait oubliée et sonna. Pendant qu'elle attendait, un jeune homme en vêtements usés, une liasse de journaux à la main, monta les marches et lui tendit une feuille portant en grandes lettres « Au secours des chômeurs, revue hebdomadaire vendue par les chômeurs. » « J'en ai déjà acheté un ce matin, » déclara Virginie sur un ton d'excuse. « Je vous en donne ma parole. Si encore il était bien écrit. Mais pourquoi les articles sont-ils si ennuyeux ?» Le jeune homme rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Virginie aussi. Jetant sur lui un regard négligent, elle constata que c'était le plus plaisant spécimen de l'espèce des chômeurs qu'elle eût vu jusqu'ici à Londres. Son visage bronzé, ses traits durs, son regard railleur lui plaisaient. Elle aurait voulu lui procurer du travail. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit et Virginie oublia en un clin d'œil et le chômeur et le problème du chômage, car c'était Élise, sa femme de chambre, qui lui avait ouvert la porte. « Où est Chilvers ?» demanda-t-elle étonnée. « Il est à Datchet, madame, avec les autres, comme vous l'avez ordonné par votre dépêche. »« Ma dépêche ? Mais je n'ai envoyé aucune dépêche. »« Comment, madame ? Mais la voilà. » Élise tendit un télégramme adressé à Chilvers et portant « Partez immédiatement avec personnel à mon cottage Datchet et préparez tout pour week-end. Prenez train 5h49. » C'était une dépêche comme elle en avait souvent envoyé quand elle avait décidé, sous le coup d'une impulsion subite, d'organiser un week-end dans son cottage de campagne. Elle emmenait généralement tout son personnel, laissant une vieille femme de ménage pour garder la maison. Chilvers n'avait rien vu de suspect dans ce message et, en maître d'hôtel stylé, avait exécuté ses ordres. « Moi, j'ai préféré rester, » expliqua Élise, « pour faire les malles de madame. »« C'est une farce stupide que quelqu'un m'a jouée, » s'exclama Virginie en jetant avec irritation la dépêche sur la table. « Vous savez bien, Élise, que je suis invitée pour le week-end à Chimnez. »« Oui, madame, mais j'ai pensé que madame avait changé d'avis. Cela arrive quelquefois à madame. » Avec un demi-sourire, Virginie admit cette vérité. Il lui arrivait, en effet, assez fréquemment de changer d'avis. Mais pourquoi lui avait-on joué ce tour ? Et qui ? « Mon Dieu !» s'exclama tout à coup Élise. « Et si c'étaient des voleurs, madame, des malfaiteurs ? S'ils ont envoyé la dépêche pour que la maison reste vide et qu'ils puissent la piller ?»« Ça se pourrait, » dit Virginie, pensive. « Sans doute, madame. On lit ces choses-là tous les jours dans les journaux. Il faut que madame téléphone à la police avant qu'ils soient venus vous assassiner. »« Calmez-vous, Élise. On ne viendra pas nous assassiner à 6h de l'après-midi. »« Madame, je vous en supplie, permettez-moi d'appeler un agent. »« En voilà une idée. Non, non, Élise, allez d'abord faire mes malles pour le week-end. La robe du soir qu'on vient de m'envoyer de chez Prémet. Et celle d'après-midi en crêpe maroquin blanc et celle en velours noir, n'est-ce pas ? Elle est si diplomatique. »« Madame est ravissante en satin vernil, » déclara Élise, dont les instincts professionnels prenaient le dessus. « Non, non, pas le satin. Dépêchez-vous, Élise, nous avons juste le temps. Je vais envoyer une dépêche à Chilvers, une vraie, et je vais parler à l'agent du coin pour qu'il surveille la maison. Ne faites pas un visage aussi dramatique, Élise. On ne vous égorge pas encore. » Virginie se dirigea vers le studio pour donner un coup de téléphone au commissariat. La main sur le récepteur, elle s'arrêta, stupéfaite. Il y avait un homme dans le fauteuil, devant la cheminée. La dépêche truquée lui avait fait oublier son visiteur, qui avait dû s'endormir en l'attendant. Un sourire malicieux au coin des lèvres, elle s'approcha de lui. Comme elle se penchait vers la silhouette curieusement recroquevillée, son sourire s'évanouit. Cet homme n'était pas endormi. Il était mort.
Elle s'en rendit compte instinctivement, avant même d'avoir aperçu le petit revolver sur le plancher, le petit trou noir juste au-dessus du cœur, avec la tache sombre tout autour, et la mâchoire pendante, horrible à voir. Elle demeura immobile, figée. Tout à coup, au milieu du silence, elle entendit la voix d'Élise qui descendait l'escalier. « Madame, madame !» « Qu'y a-t-il » Elle sortit rapidement, refermant la porte derrière elle. Il fallait à tout prix cacher l'événement à Élise, qui aurait sûrement une crise de nerfs. Il lui fallait, au contraire, du calme et du silence pour méditer à tout cela. « Madame, ne ferais-je pas mieux de verrouiller la porte ? Ces malfaiteurs peuvent nous tomber dessus à n'importe quel moment. »« Bien, faites-le. » Elle entendit Élise pousser les verrous, puis remonter l'escalier, et poussa un soupir de soulagement. Elle regarda l'homme dans le fauteuil, puis l'appareil téléphonique. Il fallait immédiatement téléphoner à la police. Mais au lieu de le faire, elle continua à réfléchir. Les idées les plus inattendues et les plus horribles s'enchevêtraient dans son cerveau. La dépêche truquée. Quel rapport avait-elle avec l'assassinat ? Si Élise n'était pas restée de son propre gré, si la maison avait été vide, elle, Virginie, serait entrée à l'aide de sa clé. On ne prévoyait pas qu'elle l'oublierait. Et elle se serait trouvée en présence d'un homme assassiné, un homme qui, la veille, l'avait fait chanter, lui avait extorqué 40 livres. Évidemment, elle pourrait s'expliquer, mais trouverait-on l'explication vraisemblable ? Georges n'y avait rien compris, et tous les gens de bon sens seraient sûrement de son avis. Ces lettres, elle ne les avait jamais écrites. Mais pourrait-elle le prouver ? Elle pressa ses mains contre son front. Qu'allait-elle faire ? Qui avait fait entrer cet homme ? Élise ? Sûrement pas. Elle le lui aurait immédiatement annoncé. Le mystère s'enchevêtrait de plus en plus. Téléphonerait-elle à Georges ? Il lui fallait un homme pour l'aider et la diriger. Un homme calme, énergique, lucide. Non, pas Georges. Il ne penserait qu'à une seule chose, sa carrière, et refuserait de se mêler à une affaire aussi obscure. Qui, alors ? Soudain, son visage s'éclaircit. Bill, naturellement, ce brave Bill. Elle décrocha le récepteur et demanda M. Eversley. On lui répondit qu'il venait de partir pour Chimney. « Malheur !» s'écria Virginie en jetant le récepteur. C'était affreux d'être enfermée dans une chambre avec un cadavre sans pouvoir en parler à qui que ce soit. À cet instant, la sonnette retentit. Virginie bondit. Élise était en haut et n'entendait sûrement pas. S'élançant dans le vestibule, elle tira les verrous poussés par Élise et ouvrit la porte toute grande. Sur le seuil se trouvait le chômeur. Virginie poussa un « ouf » de soulagement. « Entrez, dit-elle. Vous arrivez à un moment opportun. J'aurai peut-être du travail pour vous. » Elle le fit entrer dans la salle à manger, lui offrit une chaise, s'assit en face de lui et le regarda très attentivement pendant quelques instants. « Excusez-moi, dit-elle, mais êtes-vous ? Je veux dire. »« J'ai fait mes études à Eton et Oxford, dit le jeune homme. C'est bien cela que vous vouliez me demander ? » « À peu près, reconnut Virginie. Déclassée et déchue uniquement à cause de mon entière inaptitude pour tout travail systématique et régulier. J'espère que la besogne que vous allez me proposer n'est pas régulière. » Un sourire apparut au coin de ses lèvres. « Tout à fait irrégulière. Soyez sans crainte. »« Parfait, » dit le jeune homme d'un ton satisfait. Virginie jeta un regard approbateur sur son visage bronzé et son corps mince et musclé. « Comprenez-vous, dit-elle, je suis dans une situation difficile et inattendue, et la plupart de mes amis sont trop haut placés. En se mêlant de cette affaire, ils peuvent nuire à leur réputation. Moi, je n'ai pas de réputation à perdre. Dites-moi donc carrément de quoi il s'agit. »« Il y a un cadavre dans la pièce à côté, » dit Virginie. « C'est un homme qu'on a assassiné, et je ne sais qu'en faire. » Elle annonça cela aussi ingénument qu'une petite fille, et le jeune homme monta immensément dans son estime en ne manifestant pas le moindre étonnement.
On aurait dit qu'il entendait tous les jours des constatations de cet ordre. « Parfait, dit-il. J'ai toujours eu envie de jouer les détectives amateurs. Dois-je aller examiner le cadavre, ou voulez-vous d'abord me renseigner sur les circonstances ?»« Elles sont un peu singulières. Cet homme est venu ici hier pour la première fois. Il avait sur lui des lettres d'amour, signées de mon nom. »« Mais ce n'est pas vous qui les avez écrites, dit calmement le jeune homme. Virginie le regarda, étonnée. « Comment le savez-vous ?»« Une simple déduction. Vous n'êtes pas femme à aimer en cachette et à craindre des découvertes. Continuez. » Il voulait me faire chanter et... Je ne sais si vous comprenez cela, mais je l'ai laissé faire. Il hocha la tête avec un sourire. Si je comprends. C'était une sensation neuve, et vous vouliez savoir ce que vous éprouveriez. C'est précisément cela. Quel homme intelligent vous êtes. En effet, je suis très intelligent, dit modestement le jeune homme. Mais sachez bien que la plupart des gens ne comprendraient pas notre point de vue. Que voulez-vous? Les gens n'ont pas d'imagination. Vous avez raison. J'ai dit à cet homme de revenir aujourd'hui à 6h. Quand je suis rentrée chez moi, vous m'avez vu, j'ai trouvé une dépêche truquée qui avait fait partir tout mon personnel à la campagne. Il ne reste que ma femme de chambre. Je suis entrée dans le studio pour téléphoner à la police et j'y ai trouvé cet homme assassiné. Qui l'a introduit? Je ne sais pas. Si c'était ma femme de chambre, elle me l'aurait dit. Le jeune homme se leva. Voyons le corps. Ensuite, nous aviserons. Virginie sortit la première, lui montrant le chemin. Sur le seuil du studio, elle s'arrêta. « À propos, dit-elle, vous ne m'avez pas dit votre nom ?»« Mon nom ? Anthony Cade. » Chapitre 9. Anthony le met dans une malle. Anthony suivit Virginie avec un léger sourire. Les événements avaient pris une tournure inattendue. Mais, en se penchant sur le corps recroquevillé dans le fauteuil, il redevint grave. « Il est encore tiède, dit-il. Cet homme a été tué il y a une demi-heure, moins peut-être. »« Juste avant ma rentrée ?»« En effet. Votre femme de chambre n'est pas entrée ici, bien entendu. »« Non. »« C'est elle que vous y étiez ?»« Oui, j'en suis sortie pour lui dire quelques mots. »« Après avoir découvert le corps ?»« Oui. »« Et vous ne lui en avez rien dit ?»« Non, elle aurait sûrement eu une crise de nerfs et j'avais besoin de réfléchir tranquillement. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? » Parce que si la femme de chambre avait découvert le corps en même temps, ou presque en même temps que vous, l'affaire aurait été simplifiée de beaucoup. On aurait eu une preuve que l'homme a été assassiné avant votre retour à la maison. Ah, tandis que maintenant, on peut prétendre qu'il a été assassiné après. Je comprends. Il l'observa pendant qu'elle réfléchissait à cette difficulté nouvelle. Décidément, elle était non seulement jolie, mais encore intelligente et courageuse. « Comment se fait-il qu'Élise n'ait pas entendu la détonation ?» murmura-t-elle. À travers la fenêtre ouverte, on entendit le bruit d'un pneu qui éclatait. « Voilà la réponse, » dit Anthony. « À Londres, une détonation peut passer inaperçue. » Virginie se tourna vers l'homme avec un petit frisson. « Il a le type italien, » remarqua-t-elle. « En effet, c'est un Italien. Garçon de restaurant et domestique d'hôtel de son métier. Maître chanteur de temps en temps seulement. Peut-être s'appelle-t-il Giuseppe. »« Ciel !» s'écria Virginie. « Êtes-vous Sherlock Holmes ?»« Malheureusement, non. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai reconnu. Mais d'abord, dites-moi si vous avez réellement donné de l'argent à cet homme. »« Oui, 40 livres. »« Mauvais, ça !» dit Anthony sans manifester la moindre surprise. « Maintenant, montrez-moi la dépêche. » Son visage devint plus grave encore pendant qu'il l'examinait. « Où étiez-vous cet après-midi ?»« Je jouais au tennis, au Ranelagh. »« Et la dépêche a été expédiée du bureau de poste de Barnes, à côté. Vous auriez pu l'expédier vous-même ?» Virginie, horrifiée, sentait le réseau mystérieux se resserrer autour d'elle. Anthony tira son mouchoir et enveloppa ses doigts pour ramasser le revolver. « Nous autres, criminels, s'excusa-t-il,
devons être prudents. Il faut bien se garer des empreintes digitales. » Mais tout à coup, il se raidit. Toute son attitude changea. D'une voix brève, il questionna. Mrs. Revel, elle l'écoutait avec tant d'anxiété qu'elle ne s'aperçut même pas qu'il l'appelait par son nom. « Avez-vous vu ce revolver avant ?»« Non, jamais, » dit-elle, étonnée. « En êtes-vous sûre ?»« Absolument sûre. »« Avez-vous eu un revolver, jadis ?»« Mais non. »« C'est certain. »« Sûr et certain. » Alors, d'où ce jouet vient-il ? Et il lui tendit le revolver, sur lequel était gravé le mot « Virginie ». « Oh, mais c'est impossible !» s'écria Virginie. Son étonnement était si sincère qu'Anthony ne put croire à une feinte. « Asseyez-vous, » dit-il calmement. « Cette affaire est plus compliquée encore que nous ne l'avions cru. D'abord, envisageons nos hypothèses. Il n'y en a que deux. La vraie Virginie, je veux dire celle qui a écrit les lettres, a pu découvrir la trace du maître chanteur, le tuer, laisser tomber son revolver, prendre les lettres et s'enfuir. Est-ce possible ? Peut-être, murmura Virginie. L'autre hypothèse est plus intéressante. Ceux qui voulaient tuer Giuseppe voulaient en même temps vous incriminer. Ils auraient pu fort bien l'assassiner facilement ailleurs, mais ils ont fait des efforts extraordinaires pour l'oxyre précisément ici, chez vous. Et il est évident qu'ils en savaient long sur vous, sur votre cottage à Datchet, sur votre organisation domestique, et sur le fait que vous vous trouviez cet après-midi au tennis de Ranelagh. Avez-vous des ennemis, Mrs. Revel ? Mon Dieu, non, je ne crois pas. Il s'agit d'établir, dit Anthony, ce que nous ferons maintenant. 2 plans s'offrent à nous. Plan A, téléphoner à la police, raconter toute l'histoire et avoir confiance en votre situation dans le monde et votre passé sans tache. Plan B, une tentative d'Anthony Cade de cacher le corps. Mes penchants naturels, bien entendu, me conseillent le plan B. J'ai toujours voulu savoir si j'avais l'habileté nécessaire pour effacer les traces d'un crime, mais un reste de sentimentalité m'a empêché de verser du sang. Néanmoins, j'estime que la première voie est plus raisonnable. Peut-être pourrait-on faire une sorte de compromis, téléphoner à la police, mais supprimer le revolver et les lettres, s'il les a encore sur lui. Anthony fouilla rapidement les poches du mort. « On lui a tout enlevé, » annonça-t-il. « Ces maudites lettres nous donneront encore du tracas. Il n'a plus rien sur lui. »« Tiens, qu'est-ce ?» Un bout de papier qui est accroché au bouton cousu à l'intérieur de la poche. Il tira un bout de papier et l'examina à la lumière. Ce n'est qu'un fragment, malheureusement. Chimnez, 11h45, jeudi. On dirait un rendez-vous. Chimnez ? S'exclama Virginie. C'est extraordinaire. Pourquoi extraordinaire ? Un endroit trop aristocratique pour ce pauvre bougre ? Je vais moi-même à Chimnez ce soir, ou plutôt, je devais y aller. Anthony se tourna brusquement vers elle. Comment ? Répétez ce que vous venez de dire. Je devais aller à Chimnez ce soir, répéta Virginie. Anthony sifflota doucement. Cette fois, je commence à comprendre. Quelqu'un, peut-être, voulait à tout prix vous empêcher d'aller à Chimnez. Je sais que mon cousin Georges Lomax voulait m'en empêcher, dit Virginie avec un sourire. Mais je ne puis sérieusement le soupçonner d'avoir tué. Anthony ne souriait pas. Il était abîmé dans ses réflexions. Si vous téléphonez à la police, vous ne pourrez certainement pas aller à Chimnez ce soir, ni même demain. Et je voudrais que vous y alliez. Je crois que cela vous aidera à découvrir nos amis inconnus. Mrs. Revel, voulez-vous remettre cette affaire entre mes mains ? Nous suivrons donc le plan B ? Parfaitement. Il faut avant tout nous débarrasser de votre femme de chambre. Est-ce possible ? Naturellement. Virginie sortit dans le hall et appela. « Élise ! Élise !»« Madame ?» Anthony entendit un colloque rapide, puis la porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Virginie revint dans le studio. « Elle est partie. Je l'ai envoyée chercher un flacon de parfum en lui disant que le magasin en question était ouvert jusqu'à 8 heures du soir. Bien entendu, il ne l'est pas, mais ça ne fait rien. Elle doit prendre le train pour Chimnez sans m'attendre et sans rentrer ici.
Bon, dit Anthony avec un signe d'approbation. Maintenant, disposons du cadavre. Je me vois forcé de recourir à une méthode ancienne et banale. Avez-vous une malle dans la maison ? Sans doute. Venez au sous-sol. Plusieurs malles s'y trouvaient. Anthony en choisit une très large et très profonde, d'aspect respectable. Je m'occuperai de cela tout seul, dit-il avec tact. En attendant, préparez-vous à partir. Virginie obéit. Elle monta chez elle et se mit en tenue de voyage. Quand elle descendit, Anthony l'attendait dans le hall, avec une malle proprement ceinturée de courroies. « J'aimerais vous raconter l'histoire de ma vie, dit-il, mais je crois que nous aurons une soirée trop mouvementée. Voilà ce que vous avez à faire. Appelez un taxi et mettez-y vos bagages, y compris la malle. Allez à Paddington, où vous la laisserez en consigne. Je serai sur le quai. En passant devant moi, laissez tomber votre récépissé. Je le ramasserai et ferai mine de vous le rendre, mais en réalité, je le garderai. Allez à Chimnez et soyez tranquille. Je me charge du reste. » « Je vous suis follement reconnaissante, » dit Virginie. « C'est impardonnable de ma part de vous mettre un cadavre sur le dos sans même vous connaître. »« Ça m'amuse, » répliqua nonchalamment Anthony. « Si un de mes amis, Jimmy McGrath, était ici, il vous dirait que, dès qu'il y a quelque part une sale affaire, j'en suis. » Virginie le regardait, bouche bée. « Quel nom venez-vous de prononcer ? Jimmy McGrath ?» Anthony fixa sur elle un regard perçant. « Oui, pourquoi ? Vous avez entendu parler de lui ? » ?»« Oui, tout récemment. Monsieur Cade, il faut que je vous parle. Pouvez-vous venir à Chimneys ? » ?»« Vous me reverrez bientôt, Mrs. Revel. Je vous le promets. En attendant, sortons séparément. Un des conspirateurs en cachette par l'escalier de service, l'autre fièrement par la grande porte, au devant d'un taxi. Le pan se développa selon les prévisions. Anthony, qui avait pris un deuxième taxi, attendit Virginie sur le quai et ramassa le récépissé. Puis il se rendit dans un garage voisin, loua une voiture modeste et, revenant à la gare, prit livraison de la malle. La route qu'il suivit, et qui le menait à travers la banlieue de Londres, était sillonnée d'autos et il était impossible qu'on y retrouvât des traces de pas ou de roues. À un certain endroit, Anthony s'arrêta, descendit et commença par rendre invisible sous une traînée de boue le numéro de sa voiture. Puis, après s'être assuré qu'aucune auto n'arrivait, il ouvrit la malle, en tira le corps de Giuseppe, le déposa dans le fossé au bord de la route de façon que la lumière des projecteurs ne le révélât pas, remonta dans sa voiture et repartit. Cela avait duré exactement 1 minute et demie. Il fit un détour à droite, revenant à Londres via Burnham Beeches. Là, il stoppa de nouveau et, choisissant un des arbres géants de la forêt, il y grimpa, non sans difficulté. Par bonheur, la route était déserte. Parmi les branches les plus élevées, il aperçut un creux dans l'écorce et y enfouit un petit paquet bien ficelé. « Bonne idée de cacher le revolver ici, » se dit Anthony. « Tout le monde cherche toujours par terre, jamais en l'air. Et il y a bien peu de gens à Londres capables de grimper sur cet arbre. » Revenu à la gare de Paddington, il remit de nouveau la malle en consigne, cette fois dans une autre salle, se munit d'essence et partit pour Chimnez. Son estomac rêvait nostalgiquement d'un bon beefsteak accompagné de frites, mais Anthony n'avait pas le temps de manger. Il était 10h30 du soir quand il fit stopper sa voiture sur la route qui longeait le parc de Chimnez. Escaladant le mur, il traversa en courant les allées, plus longues qu'il ne l'avait cru, et s'arrêta à quelque distance du château dont les ailes se dressaient dans l'obscurité. Au loin, une horloge sonna les 3/4. 11h45. L'heure annoncée sur le bout de papier trouvé dans la poche du mort. Anthony était maintenant au pied de l'escalier, les yeux levés vers les fenêtres. Tout semblait dormir. « Ils se couchent tôt, messieurs les diplomates », murmura Anthony. Tout à coup, il entendit distinctement le bruit d'une détonation. Anthony se retourna vivement. On avait tiré à l'intérieur de la maison. Il en était sûr. Il attendit quelques minutes, mais le silence persista. Finalement, il s'approcha d'une des grandes fenêtres donnant sur la terrasse et essaya de l'ouvrir. Elle était fermée. Les autres aussi.
Personne n'entendit ces tentatives. Tout semblait endormi. S'était-il trompé? Ou la détonation venait-elle quand même d'autre part? Vaguement inquiet, il abandonna ses investigations et revint sur la route. À mi-chemin, il se retourna et contempla une fois de plus la maison. Tout à coup, une des fenêtres du premier étage s'illumina, mais, une seconde après, la lumière s'éteignit et Chimnez tout entier resta enveloppé, une fois de plus, dans une obscurité et un silence de mort. Chapitre 10. Chimnez. L'inspecteur Badgeworthy, grand, lourd, imposant, classait des papiers dans son bureau. Le comptable Johnson le regardait respectueusement. La sonnerie du téléphone retentit et l'inspecteur décrocha lourdement le récepteur. « Allô ? Oui ? Poste de police ? Market Basing. Ici l'inspecteur Badgeworthy. Hein ? Quoi ? » Toute l'attitude de l'inspecteur changea. Son interlocuteur le dépassait, comme lui dépassait son constable. « Oui, milord. Pardon, milord. Qu'avez-vous dit, milord ?» Un long silence, au cours duquel l'inspecteur Badgeworthy écoutait attentivement, changeant d'expression à tout instant. Finalement, il raccrocha, avec un bref « Immédiatement, milord !» Il se tourna vers Johnson, gonflé d'importance. « Une communication de Lord Caterham, de Chimnez. Il y a eu un assassinat. » « Un assassinat ?» murmura Johnson, impressionné. « Oui, un véritable assassinat !» répéta l'inspecteur avec satisfaction. « Un des invités de Lord Caterham, un gentleman étranger, a été tué par un coup de revolver. On a trouvé le corps près d'une fenêtre ouverte. Il y a des empreintes de pas sur la terrasse et la pelouse. J'espère qu'on ne les effacera pas avant notre arrivée. Partons. Nous cueillerons en route le docteur Cartwright pour l'emmener à Chimnez. » Badgeworthy était au 7e ciel. Un assassinat à Chimnez. Scandale. Enquête. Sensation. L'inspecteur Badgeworthy est chargé de l'affaire. Il découvre des traces extraordinaires. Arrestation sensationnelle. Promotion du dit inspecteur. Encore faudrait-il, se dit l'inspecteur Badgeworthy, que Scotland Yard ne vienne pas m'enlever cette affaire. Cette pensée paralysa son enthousiasme. Il n'était, hélas, que trop vraisemblable que Scotland Yard se dérangerait, puisqu'il s'agissait de Chimnez. Emmenant le docteur Cartwright, ils partirent pour Chimnez. En passant devant l'auberge, aux joueurs de cricket, le médecin remarqua un homme debout sur le seuil. « Tiens, un étranger, dit-il. Je ne l'ai pas vu hier. Il a dû arriver le soir. » « Pas par le train, en tout cas, » répliqua Johnson, toujours au courant des départs et des arrivées, car son frère était chef de gare. « Qui se trouve maintenant à Chimnez ?» demanda le docteur. « Lady Eileen, qui est venue par le train de 3h40, avec 2 jeunes gens, un Américain et un officier, tous 2 sans valet de chambre. Milord est venu à 5h40 avec un monsieur étranger, la victime peut-être, et son valet. Monsieur Eversley est arrivé par le même train. Mrs. Revel est venue par celui de 7h25, en même temps qu'un monsieur chauve avec un nez crochu, et la femme de chambre de Mrs. Revel, à 8h56. Johnson s'arrêta, hors d'haleine. « Et aucun voyageur n'est descendu à l'auberge ?»« Aucun. »« Il a dû venir en voiture, » remarqua l'inspecteur. « Renseignez-vous sur lui, à l'auberge Johnson. Il est très bronzé, il m'a l'air, lui aussi, d'être un étranger. Avec ces gens-là, on ne sait jamais. » Et l'inspecteur hocha la tête avec l'air d'un homme qui ne se laisserait pas duper. La voiture passa par le portail et traversa le parc de Chimnez. Inutile de décrire cette demeure seigneuriale dont on trouvera la description exacte dans le guide « Château historique d'Angleterre ». Ils furent reçus par un vieux domestique à cheveux blancs dont la physionomie, l'attitude et tous les gestes semblaient dire « Nous ne sommes pas habitués à des assassinats dans ces murs. Mais faisons face au désastre en rassemblant tout notre sang-froid. Mourons s'il le faut, mais faisons comme si de rien n'était. »« Milord vous attend, déclara-t-il, par ici, s'il vous plaît. »
Il les conduisit dans un petit boudoir où Lord Caterham fuyait le luxe trop seigneurial des grands salons et les annonça. « Monsieur le docteur Cartwright, monsieur l'inspecteur de police. » Lord Caterham se promenait de long en large. Il était visiblement agité. « Enfin, vous voilà, inspecteur. Comment ça va, Cartwright ? Que dites-vous de cette horrible affaire ? Nous voilà dans une jolie situation. » Et Lord Caterham, passant continuellement la main dans ses cheveux ébouriffés, avait moins que jamais l'air d'un marquis. « Où est le corps ? » demanda brièvement le docteur. « Dans la salle du conseil, là où je l'ai trouvé. Je n'y ai pas touché. »« Très bien, milord, » approuva l'inspecteur en tirant un carnet et un crayon. « Qui a découvert le corps ? Vous-même ? » ?»« Dieu, non, je ne me lève pas, d'ordinaire, à cette heure-ci. C'est une servante qui a appelé les autres. On m'a réveillé. Je suis descendu et je vous ai téléphoné. Vous avez reconnu dans le cadavre un de vos invités ? Oui, inspecteur. Quel est son nom ? Cette simple question sembla troubler Lord Caterham. Il ouvrit sa bouche, puis la referma. Enfin, il dit faiblement. Son nom ? Oui, milord. Son nom, dit Lord Caterham, en traînant les syllabes. Son nom, je crois. C'est-à-dire, oui, sans doute. Son nom était Stanislas. Le comte Stanislas. La réponse de Lord Caterham était si singulière que l'inspecteur le contempla bouche bée. Mais à cet instant, à la plus grande satisfaction du marquis embarrassé, une jeune fille entra dans la pièce. Grande, mince, brune, avec un visage de gamine et une allure garçonnière, Lady Eileen Brent, dit Chiffonnette, fille aînée de Lord Caterham, avait un charme un peu rude mais indéniable. « J'ai téléphoné à George Lomax, père. Il va venir tout de suite. Il nous recommande la discrétion la plus absolue. » Son père poussa un grognement. « Je me doutais bien qu'il recommanderait une idiotie quelconque. Dès qu'il sera là, je me laverai les mains de toute cette affaire. Donne des ordres, Chiffonnette. Pour que tes petites sœurs ne descendent pas ce matin et restent en haut avec leur gouvernante. »« Bien, père. Ces gosses sont horriblement curieuses. Mais mademoiselle Brun y veillera. » « L'homme assassiné s'appelle bien comte Stanislas, n'est-ce pas ? » redemanda le médecin. Le père et la fille échangèrent un regard, et ce dernier dit avec dignité. « Mais oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. »« C'est que, repartit le docteur en clignant imperceptiblement de l'œil, vous n'en paraissiez pas très sûr. » Lord Caterham le regarda avec reproche. « Venez dans la salle du conseil, docteur. » L'inspecteur les suivit, jetant des regards perçants autour de lui, comme pour découvrir des traces de l'assassin derrière les murs ou sur les cadres des tableaux. Lord Caterham prit une clé dans sa poche et ouvrit la porte. La salle du conseil, ornée de magnifiques meubles anciens et des portraits de tous les Caterham morts et vivants, avait 3 grandes fenêtres donnant sur la terrasse. À gauche, entre la porte et la fenêtre, gisait le corps d'un homme, les bras en croix. Le docteur Cartwright s'agenouilla près du corps. L'inspecteur s'approcha des fenêtres. Il y avait des traces de pas sur la terrasse et sur l'escalier. « Il devrait aussi y en avoir à l'intérieur, » remarqua l'inspecteur. « Elles seraient visibles sur le parquet. »« Peut-être sont-elles effacées ?» expliqua Chiffonnette. « Parce que la servante a astiqué une partie du parquet en entrant ici le matin. La pièce était obscure. Elle est allée droit aux fenêtres, a tiré les rideaux et n'a pas vu le corps, dissimulé par la table du milieu. Elle ne l'a aperçu qu'en passant de l'autre côté de la table. »« Quand M. Lomax viendra de Wyvern Abbey, inspecteur, déclara Lord Caterham, il pourra vous aider mieux que moi. Cette affaire le regarde. Il vous en expliquera le comment et le pourquoi. » Et Milord battit en retraite sans attendre une réponse. « Ce maudit Lomax, me mettre dans une situation pareille. Qu'y a-t-il, Treadwell ?» Le domestique aux cheveux blancs s'inclina avec déférence. « J'ai pris la liberté, milord, d'avancer l'heure du déjeuner. Il est servi dans la salle à manger. Je suis trop ému pour manger.
soupira lord Caterham, beaucoup trop ému. Suivi de Chiffonnette, lord Caterham, cependant, entra dans la salle à manger et jeta un regard sur la table couverte de plats appétissants. « Quel malheur de ne pas avoir d'appétit !» gémit-il en se servant abondamment de jambon et de haddock, et en versant du café dans sa tasse. « Le médecin me prescrit du calme et encore du calme. Mais comment diable en avoir quand Lomax m'oblige à organiser un week-end politique avec assassinat ?» On entendit une voiture s'approcher de la maison. « Lomax !» s'écria Chiffonnette en s'élançant au-devant de lui. « Vous déjeunez avec nous, mon cher, » dit hospitalièrement lord Caterham. « Une omelette ? Du thé ?» Georges Lomax refusa d'un geste impatient. « C'est une catastrophe épouvantable, épouvantable !»« Terrible, en effet. Une tasse de café ? Non, non, il faut étouffer l'affaire. À tout prix, il faut l'étouffer. C'est une calamité nationale. La concession des pétroles perdus, la Herzoslovaquie, l'Angleterre, la paix de l'Europe. Mon cher, ne vous essoufflez pas. Prenez votre temps et votre déjeuner. Je n'en veux pas. J'ai autre chose à faire. Qu'allons-nous entreprendre ? Avez-vous mis quelqu'un au courant ? Rien que Chiffonnette et moi-même, et la police locale, et le médecin, et tout le personnel. Georges poussa un gémissement. « Remettez-vous, mon pauvre ami. Je vous assure que vous devriez prendre un verre pour vous réconforter. Que voulez-vous ? On étouffe une affaire, mais on n'étouffe pas un cadavre. Il faut bien l'enterrer. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Vous avez raison, Caterham. La police locale, dites-vous, ça ne suffit pas. Il nous faut Battle. Qui ? Le superintendant Battle de Scotland Yard. Un homme d'une discrétion absolue et d'une habileté remarquable. Il nous a sauvés au moment de cette malheureuse affaire des fonds du parti. Quels fonds ? Mais le regard de Georges Lomax s'arrêta à temps sur Chiffonnette. Il fallait user de discrétion vis-à-vis des femmes. Je vous raconterai cela une autre fois, mon cher. À présent, nous n'avons pas de temps à perdre. Je dois expédier plusieurs dépêches. Écrivez-les, et Chiffonnette les téléphonera au bureau de poste. Georges Lomax tira un stylo et se remit à écrire avec une rapidité incroyable. Il remit la première à Chiffonnette, qui la lut avec intérêt. « Bon Dieu, quel nom !» s'exclama-t-elle. « Baron comment ?»« Baron Lopretzil. »« Pauvres employés du télégraphe. » Georges continua à écrire. Puis, remettant le fruit de ses travaux à Chiffonnette, il s'adressa au maître de la maison. « Ce que vous pouvez faire de mieux, Caterham. »« Oui, » demanda ce dernier avec inquiétude. « C'est de remettre toute cette affaire entre mes mains. »« Bien certainement, » répondit lord Caterham avec alacrité. « C'est justement ce que je pensais faire. Vous trouverez l'inspecteur de police et le docteur Cartwright dans la salle du conseil. Mon cher Lomax, je mets Chimnez à votre disposition. Faites ce qu'il vous plaira. » Et lord Caterham disparut par une petite porte. Chiffonnette, suivant sa retraite précipitée d'un regard d'affectueux mépris, se retourna vers Lomax. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Lomax, dites-le moi. Je m'en occuperai. »« Je vous remercie, Lady Aileen. En attendant, je vous demande d'expédier immédiatement ces télégrammes. Il faut que le superintendant Battle de Scotland Yard arrive au plus tôt. Qui est l'assassin ? Qui a désorganisé les plans de la diplomatie anglaise et du syndicat pan-britannique en s'attaquant à une aussi noble proie ? Quelles sont, m'a-t-on dit, ces empreintes de pas sur la terrasse ? La discrétion la plus absolue ne nous empêchera pas de retrouver et de châtier le malfaiteur qui a osé attenter aux intérêts de la Grande-Bretagne. La paix de l'Europe. Monsieur Lomax, dit Chiffonnette, notez donc tout cela pour votre prochain discours au Parlement. En attendant, voulez-vous me suivre dans la salle du conseil ? Le cadavre de qui, vous savez, se trouve là-bas.